Une fois le moteur coupé, la voiture roule encore quelques mètres avant de s'arrêter sur le bas-côté, sans un bruit. Il règne au bord de la route une atmosphère d'humidité glacée. Un épais brouillard cache les sapins alentours et l'on n'aperçoit que partiellement les collines environnantes. Il est 8 heures. On dirait qu'aujourd'hui, le soleil ne se lèvera pas sur le massif des volcans d'Auvergne. Ce matin de décembre 1973, il n'y a aucune raison pour qu'une voiture s'arrête dans cet endroit sans vie. Et pourtant, l'homme qui sort de la voiture porte un jean bleu et une veste de cuir sombre. Ses lunettes sont embuées et ses chaussures ne sont absolument pas faites pour le sentier de randonnée sur lequel il s'engage pourtant. À mesure qu'il s'éloigne de la voiture, le givre remonte progressivement sur les vitres. Et l'homme s'enfonce dans la brume. Plus tard, Claude Vorillon, c'est son nom, répétera qu'il ne peut expliquer pourquoi il a stoppé sa voiture près du parc des volcans, ni pourquoi il a marché dans le brouillard jusqu'au sommet de l'un d'entre eux. Dans le froid silencieux, quelque chose d'irrésistible mettait en mouvement les muscles de son corps. Mais bien plus important encore que ce qu'il a senti, il y a ce que ce natif de la région prétend avoir vu et entendu ce matin-là. Quand il émerge du brouillard, Claude Vorillon n'a plus que quelques pas à faire jusqu'au bord du cratère où il s'arrête. Là, à 4 pas du vide, il perçoit quelque chose, un son aigu, lointain, presque inaudible. Cela semble venir d'au-dessus de... À peine a-t-il le temps de lever la tête qu'une lumière aveuglante lui transperce les yeux. Et quand elle se dissipe, il se trouve en face d'un objet rond, large d'environ 5 mètres, haut de 2, fait d'un métal argenté dont il ne saura jamais dire la provenance. Sidéré, pétrifié par la stupeur, Claude Vorillon voit un escalier se détacher du dessous de l'objet pour venir toucher le sol. Après de longues secondes, il distingue 2 jambes, de couleur verte. Et c'est finalement tout le corps vert d'un être de petite taille, à la forme humaine, qui descend les marches pour se diriger vers lui. Dans un français parfait, avec un regard d'une profonde bienveillance, cet être se présente comme un représentant des Elohim, un peuple extraterrestre venu sur Terre avec un message. Ce 13 décembre 1973, c'est Claude Vorillon qui se voit confier la charge immense de transmettre ce message au monde. Après ces quelques secondes suspendues dans l'impossible, l'humanoïde remonte dans son vaisseau avant que celui-ci ne disparaisse dans le ciel en un éclair. Et c'est ainsi que tout commença. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons au tristement célèbre Raël. De son vrai nom Claude Vorillon, ce faux prophète et sinistre manipulateur a endoctriné des milliers de fidèles depuis les années 70 en se prétendant le messager des extraterrestres créateurs de l'humanité. Aujourd'hui, je vous parlerai de la naissance de son mouvement et des premiers scandales dont celui-ci fit rapidement l'objet. Le groupe occupe le centre de la clairière, dont l'herbe est jaunie par le soleil écrasant du mois d'août. Ils ne doivent être qu'une vingtaine, tous des hommes, sourires complices, embrassades chaleureuses, on dirait des amis d'enfance qui ne se seraient jamais quittés. Quelques minutes plus tard, pourtant, leur attitude a totalement changé. Debout, les paumes ouvertes au ciel et les yeux fermés, les hommes se sont mis à chanter, guidés par les notes de guitare de l'un d'entre eux.
Vêtu d'un vêtement noir, proche d'une soutane, Claude Vorillon manie son instrument avec la sensibilité d'un professionnel, et lorsque les choristes s'arrêtent, c'est maintenant lui qui monopolise les regards. 5 hommes viennent se placer devant lui, les uns derrière les autres. Plus aucun doute n'est désormais possible, il ne s'agit pas des retrouvailles d'une bande d'amis, mais bien d'une cérémonie religieuse présidée par Claude Vorillon. Un à un, les hommes se présentent à lui, debout, les yeux fermés, le visage offert. Vorillon trempe ses mains dans un bol d'eau, puis pose sa main droite sur le front du fidèle et la gauche sur sa nuque, tout en fermant à son tour les yeux. Après quelques secondes, il les rouvre et dit dans un sourire au nouveau baptisé la phrase qui parachève le rite : « Les Elohim t'ont reconnu. » En 1974, Claude Vorillon, 28 ans, affirme avoir découvert le sens de l'existence humaine et tente maintenant de le partager autour de lui. Depuis sa prétendue rencontre avec les extraterrestres, il a publié un livre intitulé « Le livre qui dit la vérité », dans lequel il révèle l'identité des Elohim. Ils sont un peuple doté de 25 000 ans d'avance sur l'humanité. Ils ont scientifiquement créé toute vie sur Terre dans d'immenses laboratoires futuristes. Ce ne sont pas des dieux, mais bien les membres d'une civilisation venue des confins de l'univers et qui détiennent la clé du secret le plus fascinant du monde, celui de la vie éternelle. Par la maîtrise du clonage, les Elohim ne connaissent plus la mort. Et ils souhaitent désormais partager leurs connaissances avec l'être humain par la voix de leur nouveau représentant sur Terre, qu'ils ont choisi de rebaptiser Raël, soit le messager des Elohim. Si ce discours laisse un grand nombre d'observateurs sceptiques, pour ne pas dire moqueurs, il suscite tout de même un intérêt grandissant, ne serait-ce que par sa nature divertissante. Et cela constitue malheureusement déjà l'origine du succès rencontré par le mouvement raélien. Pendant les 30 années qui vont suivre, l'autoproclamé prophète des extraterrestres va bénéficier d'une couverture médiatique aussi généreuse qu'irresponsable. Dès mars 1974, il est par exemple invité sur le plateau télé de Jacques Chancel à une heure de très grande écoute. Aussi invraisemblable que cela paraisse, le journaliste de renom présente son récit comme un témoignage, invitant les téléspectateurs à se faire leur propre opinion. Le discours de Vorillon est parfaitement rodé. A posteriori, il est effrayant de voir à quel point l'imposteur se débrouille pour ne jamais pouvoir être contredit. Ses paroles démagogiques empruntent les enseignements les plus positifs des grandes religions monothéistes, si bien qu'il semble n'avoir jamais tort et toujours raison. Claude Vorillon crée donc de l'audimat et fait rire. Mais le problème immense que cela pose, c'est que si la majorité des téléspectateurs ne le prend pas au sérieux, la minorité de ces mêmes personnes constitue un nombre loin d'être négligeable. Beaucoup sont en fait séduits par la bienveillance, l'espérance et la joie affichée de cet homme qui se dit prophète. Bientôt, ils seront des centaines à rejoindre le mouvement, acceptant d'être baptisés par leur nouveau guide pour devenir officiellement raéliens. Petit à petit, les nouveaux fidèles abandonnent leur libre arbitre sans même s'en rendre compte. L'ambiance est joyeuse et les spectateurs trépignent d'impatience comme chaque semaine sur le plateau de Ciel Montmardi, l'une des émissions phares de TF1. Ce soir du 11 octobre 1992 est particulièrement attendu, Raël, leader du mouvement désormais bien connu qui porte son nom, est l'invité de Christophe de Chavannes en direct à la télévision. Celui qui s'est déclaré prophète fêtera bientôt le 20e anniversaire de son mouvement, tandis que lui-même se rapproche de sa 50e année. Ses premières rides le rapprochent de la figure du sage, les cheveux qui résistent à sa calvitie sont coiffés dans un chignon, et comme si tout cela ne suffisait pas, il a fait le choix symbolique d'abandonner l'austère habit noir qu'il portait à ses débuts pour une sorte de combinaison blanche immaculée qui semble croiser tunique religieuse et tenue de cosmonaute. Son image publique maîtrisée explique alors une bonne partie de sa popularité. Depuis quelques années, de premières critiques à son égard ont pourtant vu le jour. Des rumeurs circulent au sujet de l'enseignement qu'il dispense à ses fidèles pendant les mystérieux stages qu'il organise. Il se dit notamment que la libération sexuelle occupe une part très importante de sa philosophie, et ce, jusque dans des extrémités gravissimes.
Entre l'admiration et les moqueries dont la communauté fait l'objet, viennent s'ajouter des soupçons de dérive allant de l'objectivisation des femmes à la pédophilie. À l'époque, ces critiques restent encore néanmoins minoritaires, et c'est donc comme à son habitude décontracté, souriant, rieur même, que Raël se présente sous les applaudissements. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il est sur le point d'être pour la première fois directement confronté à l'un de ses contradicteurs, et pas n'importe lequel, John Paraga, un ancien de ses fidèles ayant quitté le mouvement et qui a lancé des actions judiciaires contre lui. Ce qui fait la force de ces images devenues cultes, c'est que le gourou ne s'attendait pas à la présence de son ancien disciple et n'a donc pas pu préparer ses réponses. La séquence est dérangeante, révoltante et poignante à la fois. Avec un mélange contenu de colère et de dégoût, des trémolos dans la voix, Paraga prend la salle à témoins, appelant Raël par son vrai nom, comme pour mieux lui montrer que son emprise est révolue. « Regarde-moi, Claude! Ose me regarder! Monsieur de Chavannes, je vous assure que cet homme est une crapule !» Menteur, manipulateur, criminel, tous les mots y passent. Et Paraga finit par corroborer les rumeurs de pédophilie, répétant à plusieurs reprises qu'il a fini par avoir peur pour ses propres enfants lors des fameux stages. Malgré ses tentatives mielleuses, hypocrites et malsaines de répondre, Claude Vorillon ne peut freiner la tempête. Dans les jours et les semaines qui suivent l'émission, le mouvement fait enfin l'objet de l'attention qu'il mérite par les autorités françaises, et 3 ans plus tard, en 1995, le gouvernement le classe officiellement comme une secte. Actant son échec en France, le faux prophète s'exile au Québec et on le croit alors bon pour l'oubli. Mais en réalité, le messager des Elohim prépare une résurrection spectaculaire. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Vu du ciel, on croirait des vacanciers profitant d'un bain de soleil. La respiration lente et les yeux fermés. Ils sont des dizaines, peut-être même des centaines, allongés sur le dos dans l'herbe fraîchement coupée. L'été bat son plein et les 150 hectares du lieu ressemblent à n'importe quel camping. Quelques bâtiments, un terrain de pétanque pour les adultes, des balançoires pour les enfants et une grande piscine bleue pour tout le monde. À y regarder de plus près pourtant, un certain nombre d'éléments troublants posent question. D'abord, la plupart des hommes et des femmes allongés sont complètement nus. Et certains passent lentement leurs mains sur leur corps. Tous semblent en fait guidés par une voix qui tantôt leur parle, tantôt psalmodie dans un micro. Dans cette assemblée de corps, un seul homme se tient debout, en effet, Claude Vorillon, que tous appellent Raël, et qui inculque à ses fidèles les principes de ce qu'il appelle la méditation sensuelle. Au départ, quand il y a quelques années, Vorillon a poussé ses fidèles à se dénuder pendant les fameux stages organisés par ses soins, tout le monde était surpris et gêné. Bien sûr, le gourou s'y attendait, il a patiemment pris le temps de les convaincre, en expliquant pourquoi telle était la volonté des Elohim, et surtout, chose très importante, en laissant à ses ouailles l'illusion du choix. En vérité, la rhétorique parfaitement rodée qu'il récite avec bienveillance est faite pour s'insinuer dans l'intimité de chacun. Il explique que la société ne nous laisse jamais le temps ni de prendre soin de nous, ni de découvrir les mécanismes qui nous animent intérieurement. Elle nous empêche de comprendre nos désirs profonds. Les Elohim, au contraire, veulent nous libérer pour que nous puissions nous réaliser pleinement. Et quoi de mieux que de libérer l'esprit par le corps ? La formule du prophète, citée dans le témoignage d'un fidèle, est à la fois si simple et si plate que même en connaissant les mécanismes d'emprise, on se demande comment elle a pu convaincre autant de personnes de se dévêtir. Pour enlever la culotte que vous avez sur la tête, vous devez d'abord enlever celle que vous avez sur les fesses. La méditation sensuelle peut commencer. L'effroi que cette scène suscite a posteriori témoigne sans doute mieux que tout autre
du pouvoir total que Vorillon exerce. La technique est bien connue. Elle est la même dans tous les mouvements sectaires. Le guide abolit petit à petit chaque limite de ses fidèles pour en créer d'autres, dont il est cette fois-ci le seul et unique maître. Une fois dénudés, les fidèles s'allongent et ferment les yeux pour se laisser porter par le psaume. Après de longues minutes, Vorillon les invite à se focaliser sur l'un des 5 sens en particulier, le toucher, sentir d'abord le bout de leurs doigts, puis à passer lentement leurs doigts sur leur corps, sur chaque partie de leur corps, sans en oublier aucune. Et comme si cela ne suffisait pas, des miroirs sont lentement distribués aux fidèles et leur guide les invite à s'en servir pour observer leur propre anus. À le regarder sans dégoût, sans honte, à se libérer de toutes les hontes. Plus besoin de paraître. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. Se croyant libérés de leurs conditions premières, les fidèles ressentent une immense gratitude à l'égard du guide, sans comprendre qu'il vient en fait de les emprisonner, tout contre lui. Certains piétons changent de trottoir, mais la plupart s'arrêtent pour observer d'un œil amusé cette drôle de manifestation. Des hommes et des femmes paradent dans les rues de Genève et distribuent des tracts en tentant d'engager la discussion. On rit volontiers, car certains portent des déguisements d'extraterrestres, tandis que d'autres exhibent des soucoupes volantes gonflables. C'est l'une de leurs forces. Les Raéliens ont le don d'attirer les curieux. Et dès que quelqu'un manifeste le moindre intérêt, ils passent à l'action, engageant la discussion avec beaucoup de bienveillance. On écoute l'intéressé pour mieux cerner son profil et ses attentes, avant de lui proposer de découvrir le sens de la vie à travers la parole de Raël dans le livre qui dit la vérité. Cela tombe bien d'ailleurs, car ils en ont des dizaines d'exemplaires dans leur sac. Bien entendu, ces exemplaires sont à vendre. Parmi celles et ceux qui s'arrêtent, beaucoup restent néanmoins sceptiques. Ils sont alors invités à se présenter librement lors des réunions mensuelles. Ces journées sont spécialement conçues pour découvrir le mouvement en rencontrant ses membres dans un cadre plus convivial. De même que Raël a pris le temps d'instaurer progressivement son pouvoir avant de proposer la méditation sensuelle, l'adhésion des fidèles au mouvement et à ses différentes pratiques se fait une étape après l'autre, lentement mais sûrement. Quand les manifestants quittent le centre-ville, ils laissent derrière eux beaucoup d'hommes et de femmes intrigués. Après tout, pourquoi ne pas aller voir le mouvement de plus près ? Ça a l'air amusant, on ne risque sûrement rien. Après 1995, tandis qu'il envoie des fidèles aux 4 coins du monde annoncer son message, comme à Genève, Claude Vorillon pose ses valises au Québec. Il a quitté la France après la dissolution de son mouvement, officiellement classé comme secte. Cela est très difficile à croire, mais malgré les accusations graves dont il fait l'objet dans son pays natal, le gourou bénéficie d'un accueil relativement chaleureux de l'autre côté de l'Atlantique. Culturellement, le Québec est notamment connu pour la tolérance, dont les habitants font preuve à l'égard des croyances individuelles. C'est à ce moment-là qu'il crée près de Montréal un lieu qu'il baptise Éden. Ce domaine idyllique de 150 hectares peut accueillir les fidèles comme les curieux, tous bienvenus pour partager en famille la joie et l'amour des Raéliens. Quelques mois seulement après son arrivée, Vorillon obtient même que son mouvement soit officiellement considéré comme religieux, ce qui, en plus de le crédibiliser dangereusement, permet à sa structure de ne pas payer d'impôts. D'argent, il en est évidemment question. Car cela fait de nombreuses années que le faux prophète unit ses fidèles autour d'un objectif commun, celui de construire sur Terre une ambassade destinée à l'accueil des Elohim avant 2035. Bien entendu, les fidèles sont encouragés à faire les dons les plus généreux possibles et, pour mieux les justifier, Raël a tout de suite imaginé un récit à la hauteur de ce projet colossal. Il prétend s'être tout bonnement rendu sur la planète des êtres venus du ciel, un véritable paradis sans argent, ni haine, ni pouvoir. Et il dit avoir rencontré Bouddha, Mahomet, Moïse et jusqu'à Jésus lui-même, dont il affirme être le demi-frère. Selon lui, c'est à cette occasion qu'il lui fut demandé de construire l'ambassade. Le prétexte est largement suffisant pour ses disciples endoctrinés, trop heureux de croire aveuglément cette surenchère d'arguments massus.
Tous ont l'espoir de rencontrer les Elohim de leur vivant, et Claude Vorillon le comprend mieux que personne. L'espoir fait vivre ses fidèles, dont les dons le font vivre lui. À la fin des années 90, l'imposteur revendique donc 50 000 adeptes à travers le monde, nombre qui continue de grimper en flèche. Et parmi les nouvelles venues, il se trouve justement une femme du nom de Brigitte Boisselier. Cette docteure en chimie d'origine française va rapidement s'élever jusqu'au sommet de la hiérarchie raélienne en mettant ses connaissances scientifiques au service du guide. Ensemble, ils vont bientôt prétendre qu'ils sont capables de cloner l'être humain. On se croirait dans une dystopie. Un futur tellement absurde qu'on en rit si on a même osé l'imaginer. La grande histoire regorge de ces impossibles devenus réalité. De l'invention de l'arme atomique aux récentes catastrophes sanitaires que l'on n'a pas cru bon de prévenir, l'homme a le don de faire précisément advenir ce qu'il craint. En l'an 2000, alors que l'humanité tout entière se prend à rêver d'un monde qui aura tiré les leçons du passé, les progrès scientifiques, qui n'avaient été pendant longtemps que pure fiction, vont enflammer bien des débats. Le 29 mars, Brigitte Boisselier, une chimiste française dont la popularité ne cesse de grandir, est invitée à prendre la parole devant le Congrès des États-Unis. Plus surprenant, pour ne pas dire plus consternant. Est assis à côté d'elle un homme qui ne se présente plus, vêtu de son habituelle combinaison blanche rétro-futuriste, coiffé de son invariable chignon, il affiche le sourire plein de fausse modestie de l'homme satisfait de son importance. Claude Vorillon, alias Raël, est reçu dans l'antre de la démocratie américaine. Aujourd'hui, la situation paraît totalement impensable. Mais à l'époque, le Congrès organise un débat d'une importance éthique capitale. 3 ans auparavant, une équipe de chercheurs écossais est en effet parvenue à donner naissance au premier clone de l'histoire. Et s'il s'agissait à l'époque d'un mammifère, une chèvre nommée Dolly, les spéculations se sont évidemment tout de suite reportées sur la possibilité de réaliser cette opération sur l'être humain. C'est précisément là que les Raéliens entrent en scène. Pour eux, la possibilité avérée du clonage est une immense victoire. Raël en parle depuis 1975. Selon lui, le secret de la vie éternelle des Elohim réside dans cette prouesse scientifique, et c'est le destin des hommes que d'y accéder à leur tour. Son discours n'a pas changé depuis 20 ans, malgré les moqueries qu'il a toujours suscitées. Mais maintenant que Dolly est née, plus personne ne rit. Sauf lui. Et les sénateurs américains sont pendus à ses lèvres. Il est effrayant de penser à la tribune qui est offerte au gourou ce jour-là. Dans un souci de transparence, et comme le Congrès reçoit des scientifiques, philosophes et chercheurs du monde entier, les auditions sont retransmises à la télévision nationale. Raël le sait. Il a préparé son intervention de sorte à ce qu'elle soit bien plus une présentation de son mouvement qu'une réelle contribution au débat. Vaincre la mort, amour infini, 25 000 ans d'avance technologique, et bien sûr, devenir l'égal des Elohim. Ne sont que quelques-uns des éléments de langage qu'il rabâche pendant les 5 minutes qui lui sont accordées. Cela peut paraître court, mais c'est amplement suffisant pour qu'il remplisse son objectif de publicité pour le plus grand malheur des futurs adeptes qui le découvrent à la télévision. La solennité des murs du Congrès qui l'encadrent, les regards sérieux que les sénateurs lui portent et la présence à ses côtés de Brigitte Boisselier lui donnent la légitimité du sage. Aujourd'hui encore, on se demande comment Claude Vorillon a pu aller aussi loin. Comment cet homme, né à Vichy dans un milieu modeste, qui a tenté d'être tour à tour chanteur, journaliste sportif et pilote de course, sans connaître le succès nulle part, a-t-il fini au Congrès des États-Unis ? Lui, en tout cas, n'avait certainement pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin.
Peu de temps après, Brigitte Boisselier et lui-même annoncent que leurs équipes seront les premières au monde à permettre la naissance d'un clone humain. Et ce, moins d'1 an plus tard. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Montréal, 20 avril 2023, 23h48. Il faut que j'aille me coucher. Mes mains, mes bras, mes jambes, ma nuque, tout en moi est fatigué, et mon esprit plus que tout. 104e jour. Je n'ai jamais vécu autant de stress de ma vie. Je dois lutter de plus en plus souvent pour ne pas être envahi par les principes que l'on nous rabâche, réunion après réunion, stage après stage, discours après discours. Lentement, sans jamais forcer, on démonte nos repères les uns après les autres. Tout est toujours dit sous le prétexte de l'amour. Par exemple, hier, Raël nous a dit « La jalousie, c'est le contraire de l'amour ». Cette phrase serait belle s'il ne s'en servait pas pour coucher avec les femmes des autres. Raël est entouré des plus belles femmes du matin au soir. Il les appelle ses anges. Elles ont toutes 20 ans de moins que lui, minimum. Je suis la seule que cela choque. Ici, le sexe est partout. Il arrive que des couples fassent l'amour en plein air, au milieu du parc, à la vue de tous, y compris parfois des enfants. Il faut que j'aille me coucher. Comment se fait-il que personne ne réagisse, que personne ne soit capable de prendre le moindre recul ? Cela fait 5 mois que Raël et Brigitte prétendent avoir cloné le premier humain de l'histoire, et autant de temps qu'ils refusent d'en donner une seule preuve. Que cela soit du côté des journalistes ou de la communauté scientifique, plus personne ne les croit. Mais aucun des fidèles ne trouve cette absence de preuve anormale ou suspecte. Au stage de l'Éden, c'est à peine si l'on en parle entre nous. D'ailleurs, le plus souvent, on ne parle pas. On écoute Raël. Pendant des heures. Sans jamais avoir le droit de l'interrompre ni de poser des questions. Tout le monde trouve cela normal. Il faut que j'aille me coucher. Ces derniers jours, il me revient des passages de 1984 de George Orwell. Dans cette dystopie glaçante, un gouvernement totalitaire détruit les logiques les plus élémentaires de ses citoyens par des contre-vérités aussi absurdes qu'effrayantes. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. 23h59. Je vais me coucher, mais je sais que je ne vais pas dormir. Au cours de l'année 2003, Brigitte McCann, une jeune journaliste d'investigation canadienne, a infiltré le mouvement raélien. Cette enquête à haut risque a duré 9 mois, à l'issue desquels elle publia des articles dévastateurs. Elle se présente en conférence de presse avec un large sourire et va parler avec le ton doucereux, exagérément calme, de celle qui feint sérénité et sagesse. En ce 27 décembre 2002, Brigitte Boisselier se tient debout face aux journalistes du monde entier. La figure de proue de la branche scientifique raélienne s'apprête à changer pour toujours le destin de l'humanité. Il y aura eu la maîtrise du feu, la scission de l'atome, le premier pas de l'homme sur la Lune, et désormais le premier clonage d'un être humain, une petite fille. Dans un élan de mégalomanie absolue, totalement décomplexé, Brigitte lui donne un surnom pour préserver son anonymat. Au sein du mouvement, il l'appelle Ève. 5 ans après Dolly, la première chèvre clonée par une équipe écossaise, cette annonce est une bombe dont la déflagration touche les coins les plus reculés du monde. À l'époque, elle intervient au cœur de débats acharnés aux États-Unis. Malgré l'intervention de Raël et Brigitte au Congrès, les pouvoirs américains, rapidement suivis par la majorité des gouvernements mondiaux, ont déclaré la pratique illégale. Peu de temps après, le FBI a débarqué chez Cloned, l'entreprise scientifique de Raël, pour saisir le matériel et fermer le laboratoire. Tous les centres de recherche du pays sont verrouillés. Mais la sorcière a plus d'un tour dans son sac. Elle entend poursuivre son projet dans un pays qui n'a pas interdit le clonage. 1 an plus tard,
Eve naît dans une clinique secrète. Du moins, c'est ce que prétend Brigitte. À ce jour, elle n'a jamais apporté la moindre preuve de cette opération. Et si elle continue d'affirmer qu'elle a bien eu lieu, son mensonge ne fait désormais plus aucun doute. Un jour, un homme a osé dire la vérité. Membre aveuglé de la secte pendant des années, Damien Marsic était responsable du laboratoire américain de Cloned jusqu'à sa fermeture. Il a fallu 13 ans pour que ce spécialiste en thérapie cellulaire se décide à parler. Je n'ai jamais eu la moindre discussion scientifique avec Brigitte Boisselier. Elle était obsédée par les campagnes de communication et ne venait au laboratoire que pour des shootings photos. La veille de l'annonce de la naissance d'Ève, Brigitte est venue le trouver. C'est l'une des toutes premières fois qu'ils se sont réellement parlé. Brigitte l'a prévenu que le lendemain, elle allait mentir au monde, qu'il n'y avait pas de laboratoire à l'étranger, pas de clone, pas de prouesse historique. Le monde de Damien Marsic s'est écroulé ce jour-là. Lui qui croyait réaliser son rêve en participant à l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire, réalise qu'il n'a consacré sa vie qu'à une mascarade motivée par la seule cupidité de Raël et de son pantin. Partout dans le monde, des dizaines de couples infertiles ou ayant subi la perte d'un enfant avaient avancé 200 000 $ à Cloned dans l'espoir de donner la vie. Aucun d'entre eux n'a jamais pu le faire. Toute sa vie, Brigitte Boisselier jouera la même partition. On ne saura jamais si cette docteure en chimie devenue sorcière était totalement possédée par son prophète ou si elle était partie prenante de cette escroquerie financière aussi tristement brillante que monstrueuse. La médiatisation que connut la secte à cette époque fut sans précédent, si bien qu'elle connut des adhésions massives dans le monde entier. Le gourou se vantait ouvertement d'avoir bénéficié gratuitement d'une campagne médiatique qui lui aurait coûté l'équivalent de 130 millions € s'il avait dû la payer. Raël est alors au sommet de sa gloire. Mais il ne sait pas qu'en réalité, il n'est plus qu'à un pas de sa chute. Il y a ceux qui déambulent et ceux qui s'assoient. Ici et là, des groupes se forment pour discuter autour d'un café. Certains comparent leurs achats pendant que d'autres lisent leurs précieuses dédicaces. Et il y a bien sûr les visages souvent émus de ceux qui rencontrent leurs auteurs préférés. En ce 3 avril 2004, au Salon du Livre de Montréal, un stand en particulier focalise l'attention des visiteurs. Aux abords de celui-ci, les visages s'assombrissent quand les yeux découvrent le titre du livre, vendu ici en présence de l'auteur. Ce titre ne décourage néanmoins personne, bien au contraire. La file d'attente qui se forme commence à serpenter bien au-delà du stand en question. Ce jour-là, la jeune journaliste Brigitte McCann dédicace son nouvel ouvrage intitulé « Raël, journal d'une infiltrée ». Au Québec, où se trouve encore le siège du mouvement à l'époque, ce livre est un best-seller quasi instantané. Cela fait des années que les Raéliens défraient la chronique, scandales sexuels, mécanismes d'emprise et bien sûr, clonage humain. Problème, en presque 40 ans, très peu de faits ont été réellement établis par des preuves irréfutables ou des témoins oculaires. Sous le couvert d'un faux nom et d'un passé reconstruit de toutes pièces, Brigitte a tout vu. Du baptême au stage de méditation sensuelle dans le Jardin d'Éden, elle n'a rien omis dans son livre. Son enquête établit formellement les stratégies d'endoctrinement qui prédominent, encouragées par Raël lui-même. Il faut repérer les plus faibles, de celles et ceux qui traversent des difficultés familiales et professionnelles, aux personnes souffrant par exemple d'addiction, puis créer un dispositif séduisant pour les fédérer autour de lui. On bombarde donc d'amour les nouveaux venus, on leur répète à quel point ils sont beaux, précieux, aimés par les Elohim et utiles pour préparer leur venue sur Terre. On devient le membre d'une communauté soudée et aimante. Après quelques semaines, la plupart abandonnent leurs anciennes croyances, se baptisent et donnent 11% de leur salaire au mouvement. Et c'est sans compter sur les dons supplémentaires réguliers qu'ils font tous. En récompense, lors de chaque fête organisée par les Raéliens, le nom des 10 plus gros donateurs sont affichés aux yeux de tous pour inciter à donner toujours plus, encore et encore.
Les nouveaux venus font également l'objet de tests. Brigitte elle-même a subi une frayeur peu avant son propre baptême. Plusieurs fidèles chevronnés sont venus lui faire part de leurs plans secrets pour dénoncer les mensonges de Raël et lui demander de les rejoindre. D'instinct, elle a vigoureusement refusé en clamant son admiration pour le prophète. Bon choix. On ne cherchait qu'à cerner ses véritables intentions. La plupart des fidèles réussissent ce test, mais l'essentiel est ailleurs. Tous se savent désormais surveillés. Enfin, Brigitte décrit explicitement Raël comme un homme accro à la soumission des femmes. Au sein de l'ordre des anges, celles qui sont les plus proches de lui doivent signer un contrat d'exclusivité sexuelle. Elles ne peuvent avoir de rapport qu'avec Raël. Tous le savent, personne ne s'en alarme. Alors qu'elle s'apprête à dédicacer son nouveau livre, Brigitte McCann se fiche soudain sur son siège. Elle reconnaît un visage dans la foule. Puis 2, puis 10. Ils sont une cinquantaine au total à encercler silencieusement le stand. Pétrifiée, tremblante, Brigitte voit chacun d'entre eux plonger la main dans leur veste pour en sortir un miroir. Tous le tendent devant eux, face à elle. Où qu'elle regarde, Brigitte ne voit plus que son propre reflet. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Sa silhouette noire se confond avec l'obscurité. À 5 heures du matin, il est assis devant son assiette, intact. Il n'a pas dîné, il n'a pas dormi, il n'a même pas tenté d'aller se coucher. La nuit est passée lentement devant lui, sans qu'il y prête la moindre attention. Depuis des heures, Claude Vorillon fixe son poêle à bois. C'est la seule source de lumière dans l'obscurité de sa cuisine froide. Les braises meurent, mais la pensée de remettre une bûche ne lui vient même pas. Et puis, peut-être qu'il n'en a plus d'ailleurs. Peu importe. À 27 ans, Vorillon a tout raté. Né à Vichy, il monte à Paris dès l'âge de 15 ans, avec le rêve de devenir chanteur. Et se produit dans les rues de la capitale où parfois il parvient à faire s'arrêter les passants. À l'époque, il n'a d'admiration que pour Jacques Brel. Le chanteur d'Amsterdam, qui enchaîne les succès depuis 10 ans, s'est d'ores et déjà fait une place pour toujours au panthéon de la chanson française. Vorillon voudrait connaître le même destin, mais il ne parvient pas à trouver en lui-même l'étincelle qui fait l'unicité de son idole. Alors il l'imite. Il l'imite même plutôt bien. Le jeune Claude chante très bien et joue de la guitare avec une certaine dextérité. Seulement les textes qu'il tente d'écrire ne sont, eux, pas au niveau des chefs-d'œuvre de son modèle. Après 10 ans d'errance à Paris, Claude Vorillon doit rendre son rêve à l'évidence. Jacques Brel est déjà pris. De retour dans la région de son enfance en 1971, il fonde Autopop, un magazine spécialisé dans les courses automobiles, grâce auquel il couvre de nombreux événements et s'approche de ce sport qui, comme la chanson, le passionne depuis toujours. Mais seulement 2 ans plus tard, alors que tout semblait aller, Claude subit soudain de plein fouet les conséquences d'une crise mondiale. En 1973, le premier choc pétrolier de l'histoire fait flamber les prix de l'essence aux 4 coins du monde. En conséquence, le gouvernement français décide d'une série de mesures destinées à réduire la facture du pétrole. Parmi elles, l'interdiction des sports automobiles, actée le 30 novembre 1973, Autopop cesse immédiatement d'être publié.
Et 10 jours plus tard, son fondateur se trouve seul, frissonnant dans sa petite cuisine, en face d'un feu éteint. Claude a 27 ans et pense qu'au même âge, son chanteur préféré avait déjà écrit « Quand on n'a que l'amour ». Il pense aussi que s'il ne trouve pas rapidement le sens de sa vie, la poursuivre aura très peu de sens. Claude Vorillon démarre donc sa voiture au petit matin d'un jour sans soleil et roule 1 heure avant de s'arrêter sur le bas-côté d'un chemin désert pour disparaître à pied dans le massif des volcans d'Auvergne. À l'imaginer s'avançant seul dans le brouillard, on peut penser aux mots de Jacques Brel tristement adaptés « Il marche en silence, les désespérés ». C'était le 13 décembre 1973, celui qui est entré dans la brume ce jour-là n'en est jamais ressorti. En 2004, les Raéliens subissent de plein fouet la déflagration du journal d'une infiltrée publié par Brigitte McCann. Malgré les tentatives d'intimidation dont celle-ci fait l'objet, rien ne peut plus arrêter la machine médiatique à travers le monde. Le mouvement perd son statut d'église au Québec, tandis qu'on exhume de toutes parts des images d'archives accablantes. Sur l'une d'entre elles, le prophète évoque sans ambiguïté à la télévision sa conception de la liberté sexuelle infantile, arguant que les enfants doivent être décomplexés, peut-être même initiés par leurs propres parents. Dans une autre archive, Raël donne une conférence devant des centaines d'adeptes au moment des débats sur l'éthique du clonage. Au sujet de ses opposants, il lance à la foule dans un sourire joyeux « Ceux qui sont contre la vie éternelle, eh bien, qu'ils meurent !» En 2006, il ne reste plus personne pour soutenir le mouvement. Plus personne à part les adeptes eux-mêmes. Comme c'est souvent le cas, ceux qui se délectaient de la couverture médiatique dont ils bénéficiaient changent désormais radicalement de discours. Maintenant que les journalistes ne sont plus de leur côté, on n'entend plus parler dans le Jardin d'Éden que de médias menteurs. Il faut dire que le canular du premier clone humain ne fait plus aucun doute et qu'à travers le monde, bien des journaux veulent comprendre comment ils ont pu se laisser berner et par qui. La tourmente ne faiblit pas et les défections successives de certains fidèles, aussi rares que courageux, vont petit à petit permettre une relecture complète des engrenages intimes et sociaux qui ont rendu possibles les abus successifs de l'autoproclamé du messager des Elohim. Quand on arrive dans un endroit où tout est idyllique, on accepte tout. Cela fait 17 ans qu'elle a quitté la secte, mais en 2024, Lydia en fait encore des cauchemars à 40 ans passés. Si cette femme littéralement née dans le mouvement a aujourd'hui pu refaire sa vie, se marier, avoir des enfants et ouvrir son propre restaurant, elle se dit néanmoins consciente qu'elle ne se remettra jamais complètement de l'éducation profondément traumatique qu'elle a reçue. À la télévision, comme sur les réseaux sociaux, elle dénonce le traitement médiatique dont Raël faisait l'objet à ses débuts. Elle-même le vivait de l'intérieur. Les Raéliens bénéficiaient d'une image totalement inoffensive. Toutes les chaînes invitaient le prophète pour rire, mais finalement, beaucoup de téléspectateurs qui subissaient la violence du monde contemporain se sont attachés à lui, puisqu'il promettait ce dont tous avaient désespérément besoin, amour, respect et gentillesse. Après toute une enfance vécue dans le mouvement, Lydia n'avait pas la moindre idée de ce qui était normal ou non, notamment dans son rapport à la sexualité. Ce n'est que bien plus tard qu'elle a réalisé le degré de violence qu'elle avait enduré. Raël m'avait repérée depuis que j'étais petite. On n'a pas le droit de se refuser. Enfin, si, en théorie, on a le droit de se refuser, seulement la culpabilité est immédiate et violente, car on nous demande toujours d'être en harmonie totale avec le groupe. Si on refuse, on casse l'harmonie. La sexualité est omniprésente au sein du mouvement, parce que selon Raël, plus on est éveillé sexuellement, plus on est éveillé justement. Pour faire comprendre à quel point son ancien prophète incarne à ses yeux le mal absolu, Lydia conclut « Je le mets au même niveau qu'Hitler, et je pense que Raël est encore plus vicieux, parce que lui, il se sert de l'amour pour faire le mal. »
Si Lydia, comme d'autres avec elle, continue de prendre la parole, c'est que, aussi inconcevable que cela puisse paraître, Raël vit encore à l'heure actuelle et que ses affaires se portent à merveille. Le soleil et l'écume caressent la plage de Concert. La température est idéale et l'on peut marcher pieds nus dans le sable sans risquer l'insolation. Par coquetterie peut-être, il porte tout de même un chapeau de paille. Si son pas s'est alourdi, c'est qu'il a pris de l'embonpoint et que les années passent. Mais à 77 ans, Claude Vorillon n'a pas laissé Raël derrière lui. 5 décennies après sa rencontre avec les Elohim, il continue de jouer le rôle de sa vie. Il a conservé sa barbe blanche qu'il porte longue comme les magiciens de Tolkien et affiche la tranquillité de celui qui connaît le sens de la vie et s'en satisfait. Il faut dire qu'il a de quoi. Cela fait maintenant des années qu'il vit dans cette somptueuse villa côtière au Japon. Il y jouit d'une retraite luxueuse et paisible, sans être inquiété par la moindre poursuite judiciaire. Au quotidien, il est encore entouré d'au moins 2 femmes qui ne le quittent jamais, et cela va sans dire qu'elles ont 40 ans de moins que lui. Le prophète compte encore des dizaines de milliers de fidèles à l'international, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est comme si le diable avait tout le loisir de profiter du paradis. La longévité de Raël sonne aujourd'hui comme un gigantesque et déplorable gâchis. Le juge Fenech, l'un des premiers à avoir travaillé sur les sectes en France, n'en revient toujours pas. Et c'est avec seulement 2 mots chargés d'amertume qu'il explique très simplement le succès de l'imposteur. Quelle endurance! Que cela soit auprès de ses fidèles ou de la justice française, devant le Congrès des États-Unis ou les caméras du monde entier, Claude Vorillon a su se servir de chaque scandale à son avantage. Dans son parcours, ses expériences de la scène et du journalisme ont fait de lui l'excellent communicant qu'il a fini par devenir. Où qu'il soit allé, l'histoire s'est répétée et les médias se rendaient compte beaucoup trop tard du monstre qu'ils avaient créé. Aujourd'hui, l'argent de la secte est placé sur des comptes secrets en Suisse et au Luxembourg. Si leur montant reste inconnu, les calculs que l'on peut imaginer feraient perdre la tête de n'importe quel comptable. Cela fait 40 ans que des dizaines de milliers de fidèles lui versent 10% de leur salaire. Aucun d'entre eux n'a vu le début du commencement de la moindre construction d'une ambassade. Sur ce site officiel, le mouvement prétend encore faire de ce projet sa priorité et l'aboutir avant 2035, mais rien de concret n'émerge. Quelle nation accepterait la construction d'un tel édifice sur son sol ? Et soit dit en passant, pourquoi les Elohim auraient-ils besoin que cet édifice dispose d'une piscine ? Les Raéliens d'aujourd'hui ne semblent pas s'en préoccuper le moins du monde. Depuis 2010, le nombre d'adeptes a un peu diminué, mais la plupart des dinosaures de la première heure sont encore là. Brigitte Boisselier, par exemple, vit aujourd'hui dans une somptueuse villa, isolée dans le désert mexicain. Elle n'a toujours pas donné la moindre preuve de l'existence de la fameuse Ève, bien qu'elle prétende avoir des échanges épisodiques avec ses parents. Elle clame inlassablement son admiration et sa gratitude pour l'enseignement de Raël. Son mensonge au sujet du clonage a largement contribué au rayonnement international de son gourou, mais il a aussi et surtout ébloui des fidèles pour toujours, comme en atteste Jean-Pierre Saulnier, l'un des tout premiers hommes à avoir rejoint le mouvement il y a 50 ans. Si elle l'a fait, bravo Brigitte. Et si elle ne l'a pas fait, bravo Brigitte. Et merci de nous avoir fait rêver. Quels que soient les fidèles interrogés aujourd'hui, on retrouve chez chacun d'entre eux cet effrayant discours. Questionnés sur la possibilité d'avoir cru toute leur vie à un mensonge, tous répondent qu'au fond, peu leur importe tant ce mensonge a donné du sens à leur vie. En attendant, le messager des Elohim vit toujours et continue d'écœurer ses détracteurs. Brigitte McCann, l'une des plus farouches qui l'ait affrontée, disait encore récemment avec beaucoup de dépit : « Malheureusement, Raël n'a jamais payé à la hauteur des crimes qu'il a faits. »
Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Matthew Rock.